Regard croisé, deuxième partie. Et nous allons revenir un peu sur le premier sujet, la Gambie. Yaya Jammeh, accusé d'avoir fait découper en morceaux deux américano-zambiens. J'étais avec Sylvestre. Justement, donc, je disais en fait qu'on doit quand même prendre le temps pour circonscrire les cœurs maîtreux. Et je citais même l'Afrique du Sud, et même au Maroc. Vous avez vu que l'actuel roi du Maroc, son papa a tellement mal fait. Hein, son papa a dirigé également le pays du mer de fer. Mais quand le fils est arrivé, il a su quand même mettre les dignitaires là qui étaient avec son papa, tous ceux qui ont été accusés de bourreaux et autres, il a su, ne serait-ce que, du moins pas les livrer, mais il a su mener d'une manière où ces gens ont été subtilement ou habilement écartés. Aujourd'hui, je crois qu'il fait la fierté donc de tous les Marocains. Donc, cette phase-là, c'est une phase qu'on doit traiter avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de finesse et de patience, pour que rapidement, ou pour qu'on puisse progressivement, on puisse aller vers la réconciliation, la vraie. Parce que vous avez vu, si nous prenons le cas togolais, il est vrai qu'il y a une réconciliation, mais certains sont restés sur leur soif. Parce que ici, quand les bourreaux deviennent des victimes, et puis certaines victimes, dans cette logique d'avoir des réparations, acceptent de pardonner à leurs bourreaux sans même les connaître et tout. Donc il y a eu tellement de choses, c'est vrai. Il y a eu 34 mois donc des travaux. Il y a quand même des avancées, mais sauf qu'il n'y avait pas quand même cette réconciliation, la vraie qu'on souhaitait. Parce que certains estimaient que le processus n'a pas été tellement ficelé. Mais bon, voilà. Donc, au moins, il faut prendre le temps. Pour le cas du Togo, c'était juste, je crois, une année qui a été retenue. Mais finalement, on a fait plus de 2 ans. Parce qu'à un moment donné, le besoin s'imposait qu'il fallait prendre du temps. Et là, de 1 an, on a fait plus de 34 mois de travaux avec plus de 4 milliards, je crois, de francs CFA. Donc, c'est une phase, si c'est biaisé, je crois que ça aura des répercussions sur l'avenir. Constant Lemo, avec tout ce qui se passe après le départ de Yaya Jammeh, cela ne vient pas reposer ce débat-là après le pouvoir de certains présidents qui, entre guillemets, s'accrochent toujours. C'est vrai. Après, ça donne l'impression que... Quand on sait qu'on sera poursuivi, vaut mieux de mourir là-bas. Vaut mieux de mourir au pouvoir peut-être, mais vaut mieux de bien prendre le pouvoir. La manière d'aller au pouvoir est très importante. Voilà. Mais avant de revenir, j'aurais souhaité préciser, mon intention n'est pas de biaiser ce processus. Ouais. Mais je dis, il ne faut pas que les Gambiens soient tournés vers leur passé et oublier le présent et l'avenir. Lorsque vous écoutez sur le plan international les réactions, vous sentez immédiatement que derrière ce processus de justice transitionnelle, il y a les puissances occidentales qui en veulent pour Yaya Jammeh, qui en veulent Yaya Jammeh d'une manière ou d'une autre. Mais Yaya Jammeh n'a pas été président sans leur soutien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière réellement? Personne ne saurait le dire aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord et je l'ai dit, je le répète, les Gambiens ont besoin de se réconcilier entre eux. Ils ont besoin de retrouver la cohésion sociale. Mais qu'ils ne perdent pas de vue ce qui est plus important pour le pays. C'est très important, oui. Il faut que tous les Gambiens, que ce soit des partisans de Yaya Jammeh ou bien les partisans du pouvoir actuel, tous doivent s'accepter en tant que Gambiens, devront travailler ensemble pour faire avancer le pays. Et cette confiance passe par justement cette justice transitionnelle. Seulement, il ne faut pas perdre trop de temps et trop d'énergie. Il ne faut pas non plus que ce processus soit une faille par laquelle des forces occidentales ou des forces étrangères tout court viennent pour se positionner et prendre des décisions, des mesures à la place des Gambiens eux-mêmes. Le président Barrow a une lourde responsabilité dans ce sens. Pour revenir à cette inquiétude, à votre question, oui, les présidents qui sont arrivés d'une manière irrégulière au pouvoir et qui tentent de s'accrocher, oui, c'est possible qu'ils aient peur pour les actes qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient présidents.
Là, ils ont peur de quitter le pouvoir. Mais là, je dis, s'accrocher au pouvoir n'est pas la solution. On peut être au pouvoir et se faire pardonner les fautes qu'on a commises, en les reconnaissant, en demandant pardon à ses victimes, en demandant pardon à l'ensemble du peuple qu'on dirige. C'est bien possible. Mais là, il faudrait que désormais l'accession à la magistrature suprême soit une accession légale, décidée par les populations, pour éviter que désormais le départ du pouvoir soit une inquiétude pour le président. Mais alors, faisons attention, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a accédé au pouvoir par les élections qu'on est moins dictateur. Allez prendre l'exemple au Bénin. Il y a des manières subtiles de devenir dictateur après avoir été élu démocratiquement. Allez demander aux Béninois, aujourd'hui ne tiennent plus, ils ne peuvent pas regarder les Togolais en face parce qu'ils ont pris tout le temps de se moquer des Togolais, mais aujourd'hui, ils sont pires, ils vivent une situation pire que celle du Togo. Avec Patrice Talon. Avec Patrice Talon, c'est une dictature qui est en train de s'enraciner sérieusement. Si les Béninois ne s'éveillent pas vite, eh bien, je me demande par quelle voie ils pourront s'en sortir, contrairement au Togo qui évolue sur la voie de la démocratie à grands pas, je veux le dire. Mais si on peut terminer avec... Si on peut commencer avec sa chute, je pense que c'est... Le mot Oui, avec Constant Lemou, je pense que c'est maintenant les Béninois sont en train de construire... mais on ne parle pas quand même du Bénin, là, on parle de Djamé. Oui, bien sûr, de construire leur dictature, on leur souhaite bonne chance. Parce que nous sommes en train de faire de grands efforts pour sortir de la dictature, pour construire la démocratie. Et je pense que le Togo fait déjà... Permettez, comment peut-on comprendre un peu ce silence total des institutions internationales, des droits de l'homme, défense des droits de l'homme et autres représentations diplomatiques qui étaient quand même là, qui étaient restées durant tout ce temps-là sans rien dire. Et c'est après qu'on assiste à ces sorties, on déballe tout. Hein? Non, peut-être que ces institutions n'avaient pas toutes les informations. Comment? Oui, peut-être qu'elles n'avaient pas toutes les informations. Et aussi, vous savez, quand vous êtes une institution, bien sûr régulièrement connue et installée dans un État, vous n'êtes pas au-dessus de l'État. Vous n'êtes pas au-dessus du chef de l'État. Avant que vous ne veniez, vous apportez votre lettre d'accréditation et c'est lui qui vous donne tout le quitus avant que vous ne vous installiez. Il y a des sujets, le chef de l'État vous dit, vous n'avez pas à vous prononcer sur ça. Il y a ça. Ah bon? Oui, il y a des situations où vous prononcez sur certains sujets, peut-être on peut vous faire partie du pays. Ça, c'est sûr. Mais il y a... On dit ça au Togo. Et il y a des situations comme ça. Quand ces institutions, par exemple, PNUD, HCDH, qui s'installent dans des pays, Amnesty International, mais ces institutions ne sont pas, elles ne sont pas au-dessus de l'État dans lequel elles se sont installées. Ce sont des institutions et ici on parle de l'État. Il y a une grande différence. Donc, ces institutions se sont tues peut-être qu'elles n'avaient pas toutes les informations ou peut-être elles avaient les informations, mais Yahya Jammeh leur avait interdit d'en parler. Ça peut être ça aussi. Mais la deuxième chose que je voudrais ajouter et qui est fondamentale pour moi, je vais répéter. Vous savez, quand on rentre dans cette phase de justice transitionnelle, l'important, ce n'est pas de s'accrocher au droit à la justice. Parce que vous êtes meurtri ou on a décimé peut-être une partie de votre famille. Et les gens se disent, le moment est bienvenu, il faut qu'on nous livre nos tortionnaires ou ceux-là qui nous ont fait du mal et qu'on les livre à la justice. Ce n'est pas ça l'intérêt de la justice transitionnelle. Parce que les gens se disent, il y a le droit à la justice, donc il faut s'y accrocher. L'intérêt tout d'abord, c'est de rassurer les bourreaux. Quand Sibeth Béni disait tout à l'heure, citait l'exemple sud-africain en disant que les gens, les bourreaux eux-mêmes étaient venus devant les micros pour parler et se faire pardonner, c'est parce qu'on les avait rassurés. Il faut tout d'abord qu'on rassure les tortionnaires, qu'on rassure les bourreaux, et c'est en cela que le travail se déroule paisiblement. Parce que l'intérêt n'est pas de venir, et puis on connaît la vérité, il faut envoyer des gens devant la justice, devant les tribunaux, et on les enferme. Ça compliquera la vie. En ce qui concerne le sujet de l'alternance ou du départ du pouvoir, il faut juste que ces chefs d'État qui arrivent au pouvoir, qui respectent les institutions ou les règles qui régissent le pouvoir, la loi fondamentale. Et aussi, ce qui est aussi fondamental, c'est, vous savez, les coups d'État, il faut les éviter.
les coups d'État. Il y a plus ça en Afrique. Oui. Écoutez, on vient de connaître le cas soudanais, peut-être on va en parler tout à l'heure. C'est des situations qui sont vraiment difficiles. Oui. L'après-coup d'État est souvent difficile à gérer. Sylvestre Sebeni, peut-être un dernier mot pour conclure une fois de bon ce sujet sur Djamé. Oui, moi je crois que en fait il y a des pays occidentaux, du moins la communauté internationale va dénoncer le fait que Djamé commettait des voies de fait et tout, mais sauf qu'il n'avait pas la preuve matérielle lorsque le monsieur était donc encore au pouvoir. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui les débats là, vous verrez que tout se faisait presque dans le village, donc il n'y a jamais. Et je me dis que peut-être même ce village-là doit même être appelé le village du sang, parce que c'est là où tout se faisait. Lorsqu'on prenait des gens en ville, c'est là où on fait transiter donc ces gens-là, et c'est dans son village qu'on les tue, qu'on les enterre et tout. Donc voyez-vous, donc c'est aujourd'hui que ceux qui étaient quand même les exécutants donc de ces actes-là ont décidé donc de parler, parce que le chef n'est plus là. Donc eux peut-être quelque part aussi gênés par leur conscience et cette envie-là de se faire pardonner. Donc ils veulent faire ces déballages-là. On passe au second sujet, le Soudan, puisqu'on l'a effleuré il y a quelques instants. Fin de la querelle entre leaders de la contestation et rebelles. Je voudrais écouter les mots d'abord sur la question. La question de... Oui, Soudan. Oui. Soudan. Ils ont quand même réussi à s'entendre. Les Soudanais donnent l'impression d'avancer. Ah bon? Nous espérons que... Ils ont donné l'impression. Bien sûr, parce qu'ils se sont entendus sur un minimum. Un minimum qu'ils peuvent décider de mettre sur pied une équipe qui va diriger la transition jusqu'aux élections, même avec l'adhésion des groupes rebelles du Darfour et de l'autre côté. Je dis bien, ce sont des signaux. C'est des signaux importants et souhaitons que ça soit des signaux qui engagent et les militaires et les responsables des soulèvements, encore les rebelles, les responsables des groupes rebelles, qui trouvent à travers ces accords un acte historique. Parce que pendant longtemps, oui, ils ont combattu l'armée soudanaise de Omar el-Béchir, mais là, ils n'ont jamais réussi à s'entendre avec les responsables du pouvoir sur un quelconque, disons, cadre de discussion, ou encore moins un accord permettant que ces rebelles soient représentés au gouvernement, ce qui est possible avec ce nouvel accord. Et j'espère que ce sera la base d'une avancée au niveau du Soudan. Firmin Tekouagbo, comment peut-on comprendre un peu la situation après Omar el-Béchir? On dit, monsieur, allez rester à côté. Finalement, on ne s'entasse plus sur rien. Vous savez, c'est des situations... On aurait peut-être le laisser continuer. Oui, vous savez, c'est des situations que moi, je n'apprécie pas. Vous savez, peut-être on pouvait se réjouir de cette situation peut-être en 1990. Et on a vu, parce qu'à l'époque, on avait soif de la démocratie, on avait soif de l'alternance, on pouvait se dire que beaucoup de choses pouvaient être commises là, parce qu'avec ça, on allait avoir la démocratie. Mais l'histoire nous a montré que nous avons fait fausse route. Vous savez, les Africains ont soif de la démocratie. Les Soudanais l'ont démontré avec ce coup d'État qui a été perpétré, ce coup d'État qui a été commis. Mais, vous savez, quand un militaire ou un chef d'État dirige un pays pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, pendant plus de 20 ans, il faut faire extrêmement attention. Que vous le veuillez ou non, il maîtrise le pays. Et si vous ne faites pas attention et vous le faites partie de force, la suite est toujours difficile à gérer. Il y a des exemples qui sont palpitants et légion. Il y a le cas burkinabé qui est là. Les Burkinabés n'ont pas préparé l'après Blaise. Ça, je le dis toujours et je le dirai toujours. Ils n'ont pas préparé l'après Blaise et le système sécuritaire burkinabé est détruit aujourd'hui, anéanti. Vous savez, les Tunisiens n'ont pas préparé, avant même la Tunisie, les Libyens n'ont pas préparé l'après Kadhafi. Ils ont voulu du départ de Kadhafi avec l'aide des puissances occidentales. Et aujourd'hui, vous savez ce que les Libyens sont en train de vivre. Ils sont en train de nous envier. Nous qui sommes aujourd'hui, nous vivons une situation de paix. Aujourd'hui, ils disent, ils s'entendent. Mais
bien avant qu'on ne le fasse partie, est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de s'entendre avec lui? Moi, j'ai juste dit, c'est parce que les Occidentaux n'ont plus voulu de lui et on a trouvé peut-être quelques pions dans son système et on l'a fait partir. Mais lui, il est parti, les Occidentaux sont satisfaits. Mais la suite, ce sont les Soudanais qui vont le vivre. Tout d'abord, pour pouvoir réussir cela, il faut organiser des élections, mais permettre toujours à certains de l'ancienne classe, toujours des militaires, peut-être des militaires par endroit, d'assurer la sécurité du pays. Parce qu'un pays, après tout, c'est la sécurité. Quand on vous demandera de choisir entre la liberté, ensuite c'est la gestion du pouvoir, quand on vous demandera de choisir entre la sécurité et la liberté, ce qu'on choisit souvent, c'est la sécurité. Parce que vous pouvez avoir la liberté, mais ne pas avoir la sécurité, et vous vivez une situation de terreur pendant des années. Alors ce qu'on demanderait aux Soudanais, c'est d'arriver à trouver le juste milieu pour permettre toujours à l'ancienne classe, entre guillemets, en partie toujours continuer par contrôler le pays, de diriger le pays et confier le pouvoir régalien aux civils. Sinon, si on veut se débarrasser de l'ancienne classe totalement, je pense qu'ils vont vivre ce que le Burkina est en train de vivre, ils vont vivre ce que la Libye est en train de vivre. Sylvestre Bénin, comment on peut comprendre un peu la prise de position des deux partis? Les forces armées disent on doit être dans le gouvernement, on doit être là. Pourquoi? Vous avez aidé quand même à faire partir un monsieur que vous jugez être un peu, voilà. Et par après, vous exigez maintenant être dans la transition et l'opposition dit non et voilà, tout est chaos maintenant. Non, vous savez, un régime militaire comme les Soudanais l'ont connu avec Omar Béchir, et il faut nécessairement que l'ancienne garde reste quelque part dans le système. Il faut, Oui, il faut nécessairement ça pour que cela puisse... pas se débarrasser. Vous ne pouvez jamais le faire. Parce que vous savez, lorsque moi j'ai entendu des civils qui disent non, on veut le pouvoir, mais ils auront le pouvoir. Mais s'ils ne sont pas en parfaite harmonie avec les militaires, les dignitaires, qui ont quand même passé des années avec le Yaya Jammeh et qui connaissent donc ils sont presque les mêmes avec leur bâton et tout. Donc, lorsque vous voulez écarter rapidement l'armée, vous risquez donc de faire vos routes. On a vu avec le Niger quand il y a le coup d'État Mamadou Tandja, vous avez vu que l'armée a pris à un moment donné le pouvoir, mais les gens étaient dubitatifs, étaient réticents. L'armée les a rassurés. Nous ne sommes pas là pour venir s'éterniser au pouvoir. Nous allons organiser les élections et tout va passer comme sur des roulettes. Le général Saïf Djobo, qui était même dans les pourparlers politiques ici au Togo, on a vu c'était eux qui étaient les meilleurs. Mais ils ont tout fait aujourd'hui. On peut dire que le Niger est sur la bonne voie. Donc, ils ne peuvent jamais écarter tout de suite ces dignitaires-là et prendre le pouvoir. Donc, il y a également un fait. L'autre fait, c'est que, vous savez, en Afrique, lorsque nous signons les accords, c'est l'interprétation donc des dispositions qui fait problème. Tout le monde a tendance donc à tirer le droit de son côté en interprétant du moins l'article autrement. Voyez-vous, c'est ce qui fait que, et parfois, nous avons quand même de bons traités, nous avons de bons accords, mais c'est au niveau donc de la pratique que le problème se pose. On a vu au Togo où on a eu la CDAO nous a donné quand même une feuille de route. Chacun a essayé donc d'interpréter ça à sa manière. Et finalement, nous sommes revenus à la case du départ. C'était finalement boudé les législatives. Donc, c'est l'interprétation de l'accord. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons véritablement qu'il y ait une volonté politique au niveau donc de toutes les parties imprenantes donc aux discussions pour avoir finalement cet accord-là, que chacun essaie donc d'avoir du moins l'intérêt supérieur de la nation, que chacun milite véritablement pour l'intérêt supérieur de la nation. Je crois qu'avec ça, ils peuvent facilement sortir donc de cette période transitoire-là qui a été tellement difficile. Mais partout, dans tous les pays, un régime militaire, et comme celui donc de Béchir, après Béchir, il y aura toujours ça. Constant Demou. Oui, j'allais préciser que Omar Béchir, en réalité, n'a pas réussi à gérer l'ensemble du Soudan. Parce que, oui, mais il a quand même duré, non? Il a duré sur une partie du Soudan. Il n'a pas réussi véritablement à gouverner l'ensemble du territoire. Le Darfour était considéré comme une zone de rebelles et régulièrement, ce sont les Djandjaouides qui l'envoyaient massacrer les populations, les ethnies qui se rebellaient contre le pouvoir en place.
Il y a eu encore une autre rébellion dans le sud. Il n'a pas toujours réussi à maîtriser. Mais qu'est-ce qui a fait tomber Omar el-Béchir? C'est le prix du pain. C'est le prix du pain. C'est trop facile. Mais alors, si le prix du pain, si son régime est arrivé au point de laisser l'inflation jusqu'à ce degré, au point où les citoyens soudanais ne peuvent pas s'acheter le pain, mais ce régime sert à quoi? Quelle a été sa base? Sécurité, oui, mais sécurité dans la faim? Les militaires eux-mêmes avaient faim. Leur famille avait faim. Il était temps que Omar el-Béchir parte. Mais alors, puisqu'il a laissé la situation trop pourrir, ça a donné un peu de force à l'opposition. Mais il avait quand même rassuré qu'il ne se passera absolument rien. On l'a vu, il était à l'étranger, il a fait des déclarations. C'est ça. Là. Mais il a bien fait les déclarations et à son retour, c'est plutôt la Ligue arabe qui lui a prêté main forte avec un financement de 300 millions de dollars pour lui permettre de résister. Après sa chute, on a trouvé une bonne partie de cet argent chez lui. Cet argent n'a pas été investi pour résorber quel que soit le problème d'inflation du prix des denrées les plus élémentaires. Autrement dit, le pouvoir de Béchir était complètement pourri. Le pays n'était plus géré. Alors, il est tombé comme une mangue mûre. Non, ça, c'est clair. Il est tombé comme une mangue mûre. Puisqu'il n'y a même pas eu de résistance, même au sein de l'armée qu'il a accompagné pendant tout son règne. Mais les généraux étaient tous d'accord. Ils étaient tous partants qu'il quitte le pouvoir parce que plus rien n'allait. Aujourd'hui, si les Soudanais arrivent, sans l'imposition des puissances occidentales, arrivent à s'entendre sur l'essentiel. Est-ce qu'il y a vraiment une puissance étrangère qui s'ingère dans cette affaire-là? Non. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que le Soudan regorge encore des ressources qui attirent ou qui attisent la convoitise des multinationales. On ne peut pas nier cela. On ne peut pas nier cela. Et vous ne pouvez pas dire que ceux qui se sont soulevés pendant tout ce temps, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, ils sont financés par qui? Les rebelles, ils sont financés par qui? Ils vont s'approvisionner en armes en Libye. Ce n'est pas à 0 francs. Mais où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Ils sont toujours soutenus par les multinationales qui cherchent toujours des zones de sécurité pour leur permettre d'exploiter ce qu'ils peuvent dans les ressources du Soudan. Je crois aussi qu'on ne va pas quand même à chaque fois peindre en noir la communauté internationale. Tout à l'heure, vous avez soulevé le fait que Béchir a bénéficié donc d'une somme importante de la Ligue arabe. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire avec ces sous-là? C'est de l'investir dans le système pour qu'au moins tout le monde soit et puisse avoir du moins que le prix du pain soit chuté. Mais le monsieur, il a fait quoi? Il est parti garer donc cet argent-là chez lui. Et là, si mauvaise gestion, donc on ne peut pas quand même dire que c'est les Occidentaux. Mais il y a d'autres choses. Je dis bien, il y a d'autres les Soudanais. Toutes les parties soudanaises, arrivent à s'entendre sur l'essentiel sans l'influence des multinationales. C'est le problème de la gouvernance. Si vous gouvernez bien, mais aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Non. Il n'y a pas de gouvernement au Soudan. Alors, après Béchir, vous avez dit que Béchir, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu donc de s'attaquer au problème, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque 2 mois, il changeait donc le gouvernement. Il faisait venir d'autres personnes, venaient aussi manger, il sortait d'autres personnes. En fait, ce n'était pas la solution. La solution, c'est de trouver donc des moyens pour que du moins les Soudanais puissent au moins manger à leur faim, pour que le prix du pain soit diminué. Mais le monsieur était toujours dans son système de 90 là, où il dirigeait donc merci Sylvestre Béni. Dans ce cas, Sylvestre, merci. Voilà. En 30 secondes, puisque nous devons marquer la pause pour l'info. Oui, j'ai eu assez de temps. Oui, mais on va revenir forcément là-dessus. Deux petites choses. Vous savez, Béchir est tombé, c'est parce que les Occidentaux ont voulu qu'il tombe. Ils ont juste profité de cette petite situation-là et on l'a fait tomber. Sinon, s'il avait toujours les Occidentaux derrière lui, Béchir serait toujours au pouvoir. C'est eux qui prêtent le flanc. Oui, pour que
occidentaux arrivent. Oui, s'il y avait quand même une bonne gouvernance. Bien sûr. C'est sûr. Ils ont trouvé la faille chez lui parce que Béchir, au fait, il voulait rien faire. Il a laissé le pays dans une situation ou dans un état de développement avancé. Et les merci Firmin Teko. On va marquer une pause, Sylvestre, merci. Les mots également, on va marquer une pause. L'info juste derrière la suite du débat.